Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs, le service d'information du gouvernement vous souhaite la bienvenue dans cette salle qui abrite sa première conférence ce jour 19 septembre 2019. Chers téléspectateurs et auditeurs, conférenciers du jour invités, la présente conférence reçoit 2 membres du gouvernement. Il s'agit notamment de M. Stanislas Ouarou, ministre en charge de l'Éducation nationale, avec qui nous nous entretiendrons autour des questions liées à la rentrée scolaire 2019-2020, au bilan des examens spéciaux et aux affectations spéciales pour nécessité de service. À ses côtés, Monsieur le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Rémy Fulgence Dindino, avec qui nous aborderons les questions d'actualité avec les journalistes. Mais avant, je voudrais vous inviter à écouter les notes introductives de Monsieur le porte-parole du gouvernement, avant que nous passions la parole au premier invité, qu'est Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Donc, merci à toutes et à tous. Nous avions connu une interruption dans les points de presse du gouvernement et nous avions donc prévu de les remettre en état en essayant de respecter la fréquence des 2 semaines pour notre rendez-vous avec les membres du gouvernement. Nous avions également l'occasion de le faire dans cette salle du SIG, projet qui a été lancé, je pense, en 2013, qui a connu un certain nombre de difficultés, qui est à moitié achevé parce qu'il y a la salle qui est finie, mais les bureaux autour n'ont pas encore connu les aménagements. Pour autant, aujourd'hui, nous allons recevoir donc Stanislas Ouarou, le professeur, donc ministre de l'Éducation nationale, de la promotion des langues nationales. Je voudrais juste rappeler que nous sommes dans la franchise des propos et qu'à aucun moment il n'est pour nous comme ambition d'avoir un message qui soit brouillé ou quel qu'il soit. Ce qui concerne l'actualité nationale, vous savez qu'aujourd'hui, le président du FASO est à Bobo-Dioulasso, dans le cadre donc de la Journée nationale de la jeunesse. Il aura donc l'opportunité de procéder à un certain nombre d'inaugurations. Il s'agit notamment de cette voie de l'INSA, mais également de la sortie de promotion de ces énarques qui, pour la première fois, ont pendant 45 jours été formés, donc ont connu une formation militaire. Nous avons également une situation nationale qui est relativement délicate avec les questions sécuritaires. Sur toutes ces questions-là, comme sur celles, par exemple, qui ont trait au mouvement d'humeur de mes collaborateurs de la télévision nationale, je suis prêt à répondre à ces questions-là une fois que le ministre Ouarou aura fini son point introductif. Monsieur le ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les journalistes, avant tout propos, je voudrais exprimer ma reconnaissance et adresser mes remerciements à vous, hommes et femmes de médias, pour votre constante disponibilité à ce rendez-vous de redevabilité citoyenne. Ceci dit, mon intervention portera sur 3 points principaux, à savoir la situation du secteur de l'éducation nationale dans le contexte sécuritaire difficile que nous connaissons, le bilan des affectations spéciales, nécessité de services, ainsi que la situation des actions entreprises au niveau de l'enseignement, de façon générale, l'enseignement privé, la mise en œuvre du protocole d'accord. Nous avons signé avec les partenaires pour favoriser une rentrée donc, efficace pour 2019-2020. Alors, depuis janvier 2016, notre pays a subi des attaques terroristes orchestrées par des individus et des groupes armés. Malgré les efforts du gouvernement pour repousser ses ennemis, le mal persiste toujours. Les forces de défense et de sécurité, les populations et notre système éducatif éprouvent durement les conséquences de cette guerre injuste qui nous est imposée par nos ennemis. Et pour ce qui est du système éducatif, des écoles et établissements scolaires sont attaqués et fermés, souvent temporairement, souvent pour toute l'année scolaire. Ainsi, en 2017, nous avons connu les premières fermetures d'écoles et on était à un nombre de 10. En 2018, nous avons clôturé l'année avec 400 établissements fermés. Et en 2019, nous avons clôturé l'année scolaire
avec 2024 établissements fermés. Le gouvernement s'est engagé à rattraper le retard scolaire causé par cette situation d'insécurité en organisant depuis l'année dernière sessions spéciales d'examen pour les élèves des classes d'examen, des zones à fort défi sécuritaire. Mais pour cette année, ça a concerné ceux qui ont pu suivre au moins 4 mois de cours. Alors, pour la situation des établissements affectés par l'insécurité, je parlais de 2024, mais il faut dire que pour cette année scolaire, 2152 écoles primaires ont été affectées. Donc, il y en a qui ont fermé pendant toute l'année, il y en a qui ont fermé momentanément et qui ont pu réouvrir. Donc, et 192 établissements du poste primaire et secondaire. Alors, pour les établissements qui n'ont pas pu réouvrir, donc toute l'année, les réouvertures se feront au fur et à mesure que la sécurisation des localités concernées est effective, et nous allons procéder à ces ouvertures en concertation avec les forces de défense et de sécurité, ce que nous faisons d'ailleurs, ainsi que les autorités administratives des localités concernées. Alors, cette année, nous avons connu un nouveau phénomène, c'est la question des personnes déplacées internes. Les attaques terroristes ont engendré des conflits intercommunautaires et un déplacement massif des populations dans certaines localités du Burkina. Au total, 96 infrastructures scolaires sont actuellement occupées par des personnes déplacées internes à travers 16 provinces de notre pays. Ces établissements qui servent de logement de fortune enregistrent des dégradations diverses, la nécessité de réhabiliter les dites infrastructures et aussi de reloger ces personnes déplacées internes sur d'autres sites afin de nous permettre de pouvoir réoccuper ces établissements. Et une évaluation des besoins de réhabilitation et d'équipement est en cours dans les différentes régions concernées. Au regard de l'ampleur de la situation des personnes déplacées internes, donc nous prendrons des dispositions pour la réinscription de ces élèves. Du reste, c'est d'ailleurs en cours dans certaines provinces de notre pays. Donc, pour la réinscription de ces élèves dans leurs classes respectives et pour fournir des kits pédagogiques nécessaires afin de leur permettre de pouvoir poursuivre leur cursus. Et au besoin, nous allons augmenter les capacités d'accueil des établissements hôtes, comme nous avons fait par exemple à Barsalgo, en créant des classes temporaires, ce qui nous a permis de permettre à des élèves de pouvoir poursuivre leur cursus, mais aussi d'inscrire des élèves en âge de scolarisation et qui n'étaient pas inscrits à l'école. Et ça m'amène à parler justement de la situation des enfants non scolarisés. Toujours selon donc le recensement du CONASUR, au sein des personnes déplacées internes, 46 587 enfants non scolarisés de 3 à 17 ans donc, ont été enregistrés. Pour ce public cible, la réflexion est en cours vers l'inscription des enfants en âge préscolaire et primaire dans des structures d'éducation formelle, donc des centres d'éducation, d'éveil et d'éducation préscolaire et des écoles primaires. Et pour les adolescents, donc, nous allons donc déployer des stratégies telles que la stratégie de scolarisation accélérée partielle, et donc dans des centres d'accueil et dans des centres d'éducation de base non formelle pour pouvoir les orienter vers des métiers. Alors, suite à la fermeture d'établissements scolaires et au déplacement des populations, donc beaucoup d'élèves se retrouvent dans des grands centres urbains aussi de notre pays, comme Ouagadougou et Bobo. À ce niveau aussi, des dispositions sont prises pour faciliter leur réinscription. Donc, on connaîtra des phénomènes éventuellement de sureffectifs, mais avec des doublements de personnel, là où on n'a pas la possibilité de pouvoir augmenter les capacités d'accueil. Et là où c'est possible, donc, nous allons augmenter les capacités d'accueil pour permettre donc, de créer des classes temporaires. Nous allons aussi fournir, comme on le fait dans les autres zones, des kits scolaires et éventuellement l'octroi aussi de bourses aux plus vulnérables. Alors, pour ce qui est des examens spéciaux pour la session pour 2019, il faut dire que la session spéciale d'examen a concerné 4 régions. Donc, la région du Sahel, la région du Nord, la région du Centre-Nord et de l'Est. Et les examens concernés ont été le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat. Et ces examens se sont déroulés du 3 au 16 septembre, après donc un regroupement des élèves dans plusieurs sites à travers les différents chefs-lieux de province. Donc, ces élèves étaient sur des classes d'examen qui avaient bénéficié d'au moins 4 mois de cours, comme je l'ai dit, qui n'avaient pas pu prendre part à la session normale.
Mais nous avions pour cette année, pour éviter d'avoir énormément d'élèves à regrouper, parce que c'est très difficile à tous les niveaux, nous avons fait des regroupements précoces, ce qui fait qu'à Seba, on avait pu regrouper et placer dans des familles d'accueil plus de 600 élèves. Et à Tougan aussi, on avait pu regrouper un peu plus de 600 élèves qui avaient pu prendre part aux sessions. Et cette année, on avait réussi quand même à faire en sorte que Djibo a pu organiser ses examens. Et donc, ça a permis de réduire les effectifs pour nous ramener à 2233 élèves cette année, contre à peu près 6000 l'année dernière. Et donc, on a fait un taux de remplissage de 75% parce qu'il faut aller rechercher les élèves. Il faut organiser la mobilisation sociale avec l'accompagnement des élus locaux et tout. Et donc, sur les 2233, nous avons réussi à avoir 1670 élèves, effectivement présents dans les différents sites de regroupement. Alors, pour le certificat d'études primaires, donc, les 4 régions ont enregistré un taux de succès de 72,08%, soit 963 diplômés du certificat d'études primaires. Et le taux de succès de la session de juin a été de 55,11% au plan national. Alors, il faut dire qu'exceptionnellement, pour les regroupements de la période du Centre Nord, on avait 102 élèves au certificat d'études primaires et ils ont tous fait 100%. Ils ont tous été admis au certificat d'études primaires. Alors, pour ce qui est du brevet d'études du premier cycle, donc, cela a concerné 2 régions essentiellement, le Sahel et l'Est. Et on a un taux de succès global de 31,60%, 48% à l'Est et 26,69% au Sahel. Alors, on rappelle le taux de succès à la session de juin pour l'examen du BPC était de 26,62%. Alors, pour le baccalauréat, au départ, nous attendions 12 candidats venant essentiellement de Marcoy. Et finalement, 8 candidats se sont présentés. Ils ont donc été regroupés dans la région du Sahel et ils ont pris part à la session à Ouagadougou. Et malheureusement, nous n'avons enregistré aucun admis. C'est des élèves qui avaient fait moins de 4 mois et le résultat, il est là. Alors, donc, en définitive, ces examens spéciaux ont permis donc, à 1066 élèves d'obtenir leur diplôme de fin de cycle. Alors, pour ce qui est des affectations spéciales pour nécessité de services, je voudrais préciser que ces affectations spéciales font suite aux recommandations de l'enquête parlementaire sur le système éducatif, donc qui a recommandé justement une meilleure gestion des ressources humaines parce qu'on a constaté des déficits dans des régions, des sureffectifs dans d'autres régions, des agents qui ne travaillent pas du tout, des volumes horaires qui ne sont pas assurés. Et à la suite de cela, le Parlement a recommandé au gouvernement de prendre des dispositions pour une meilleure gestion des ressources humaines au niveau du système éducatif. Et à la suite de cela, le ministère en charge de la fonction publique a organisé ce qu'on appelle un recensement géographique des personnels de la fonction publique, et qui a fait ressortir effectivement les mêmes constats que l'enquête parlementaire, mais avec des sureffectifs à certains endroits. Et ce qui a conduit donc le ministère en charge de l'éducation et même d'autres ministères à travailler à des affectations pour nécessité de services pour mieux équilibrer les ressources humaines, mieux les gérer, mais surtout amener chacun à travailler et à mériter son salaire. Et c'est ainsi que nous avons organisé d'abord un conseil de cabinet élargi aux structures centrales et déconcentrées et rattachées du ministère en charge de l'éducation. Et exceptionnellement, à ce conseil de cabinet élargi, le Premier ministre a tenu à être présent, donc surtout pour tenir compte donc, de la nécessité donc, d'aller dans cette dynamique. Et pour ce faire, donc, le gouvernement a pris un décret pour autoriser ces affectations pour nécessité de services à titre exceptionnel pour l'année 2019. Et par souci de transparence et d'équité, donc, nous avons rencontré les partenaires sociaux du système éducatif. Nous leur avons fait le même exposé. Et ce qui est ressorti de cette rencontre, c'était qu'on puisse aller dans ce sens, mais en garantissant la transparence, la justice et l'équité. Et en ce qui concerne justement le préscolaire et le primaire, à l'issue donc de l'opération d'affectation spéciale pour nécessité de services, 10 079 enseignants et 419 agents qui exerçaient dans des bureaux ont changé de poste d'affectation, soit à l'intérieur d'une circonscription d'éducation de base, soit d'une circonscription d'éducation de base à une autre,
soit à l'intérieur d'une province, soit d'une province à une autre, soit d'une région à une autre. Et parmi eux, 879 enseignants du primaire issus d'établissements fermés du fait d'attaques terroristes ont été mis à la disposition du secrétariat technique national pour affectation dans d'autres régions. Pour ce qui est du poste primaire et du secondaire, au total, 1338 professeurs de collèges et de lycées et collèges et 2 personnels d'administration et de gestion ont changé de poste d'affectation, soit à l'intérieur de la province, ça a concerné 1002 professeurs, soit d'une province à l'autre, ça a concerné 153 professeurs, soit d'une région à l'autre, ça a concerné 185 professeurs. Alors, il faut dire que cet exercice a permis de dégager des besoins en personnel dans différentes directions régionales et ces affections pour nécessité de services ont permis également d'améliorer la répartition du personnel et de réajuster les besoins des différentes structures pour ce qui concerne particulièrement les postes primaires et secondaires. Et nous pensons que, justement, cet exercice qu'il faut consolider et améliorer les prochaines années et poursuivre va permettre de réduire pour le poste primaire et secondaire le coût de la vacation. Alors vous avez aussi suivi un peu la situation d'établissement que nous avons donc fermé pour cette année. C'est une opération qui a commencé l'année dernière. Elle fait suite aussi à l'enquête parlementaire, mais aussi au protocole d'accord que nous avons signé avec les syndicats. Et cette année, nous avons donc identifié 1104 établissements privés qui ne remplissaient pas les conditions de fonctionnement en termes d'autorisation de création, d'autorisation d'ouverture et de personnel qualifié. Et cela, dans ces établissements, on avait un total de 87 115 élèves. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas les fermer du coup parce qu'on ne saurait pas où pouvoir reloger tous ces 87 000 élèves. Donc nous avons, comme on a fait l'année dernière, essayé de faire la part des choses, des établissements pour lesquels nous pensons qu'ils peuvent donc obtenir d'ici la fin de l'année scolaire 2019-2020 toutes les autorisations pour fonctionner et ceux qui ne présentent pas des situations permettant d'espérer à une normalisation. Et ces établissements, nous avons décidé de les fermer, mais d'autres aussi qui, depuis une dizaine d'années de fonctionnement, n'avaient aucune autorisation d'ouverture, bien qu'ayant des capacités, des infrastructures adaptées. Donc nous avons aussi sanctionné cette négligence-là. Ce qui fait que finalement, sur les 1104 établissements, donc 315 ont été sommés de fermer. Mais il faut dire qu'actuellement, au niveau régional, pour ce qui est du primaire et du préscolaire, les régions travaillent sur les dossiers que ces promoteurs déposent. Et donc, on va connaître des réouvertures à la rentrée pour ces établissements qui auront des autorisations signées par les gouverneurs avant la rentrée. Et actuellement, nous avons des équipes qui sont reparties sur le terrain pour continuer parce qu'il y a des établissements qu'on est allé trouver fermés et on attendait donc la reprise pour aller les contrôler. Et donc, il y en a peut-être qui vont fermer, mais aussi et surtout, nous assurer que les établissements fermés ferment réellement. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, il faut dire que nous attendons la reprise pour faire le point des établissements qui avaient fermé pour cause d'insécurité, mais qui réouvrent, et ceux qui ne pourront pas réouvrir parce que la situation actuelle ne permet pas de réouvrir. Et dans ces établissements, nous allons procéder aussi à des affectations pour nécessiter de servir du personnel, parce que nous travaillons à éviter que cette année, on se retrouve avec des enseignants qui font une année sans travailler ou 2 ans, parce que les 879 enseignants que nous avons, 76 qui sont venus du Sahel, c'est des enseignants qui ont fait 2 ans pratiquement, ou 1 année au total, sans donc mener d'activité. Et donc, vous voyez, en termes de perte de ressources, mais aussi en termes de perte de qualité d'enseignement, parce que ce sont des enseignants qui, s'ils font 1 ou 2 ans sans enseigner, donc ils perdent de niveau. Et donc, cette initiative est importante. Et pour terminer, je voudrais, parce que c'est important aussi, parce que les partenaires sociaux disent que le traitement des actes, parce que le gouvernement avait signé un protocole d'accord avec la coordination nationale des syndicats de l'éducation, et les points importants tiennent au statut valorisant, qui va être adopté. Le gouvernement s'y est engagé, mais son adoption est conditionnée par l'adoption du répertoire interministériel des métiers et des emplois de l'État, le RIM, qui a été adopté donc la semaine dernière. Et nous attendons justement que ce RIM-là, le décret, paraisse pour qu'il puisse être visé dans le statut particulier qui va être pris. Donc cela va se faire.
Un autre point important pour les agents, c'est le traitement donc, des indemnités de logement, des indemnités spécifiques et de la bonification d'échelon. Alors, il faut dire que pour ce qui est des indemnités de logement, au départ, nous avions identifié 66 055 agents potentiellement bénéficiaires, puisqu'il faut être enseignant en classe ou encadreur pédagogique sur le terrain pour bénéficier de l'augmentation de l'indemnité de logement pour 2018 et pour 2019. Et donc, c'est ce qui avait été identifié. De toutes les façons, il faut présenter un certificat de prise de service ou administratif pour en bénéficier. Mais à la date de fin juillet 2019, nous avons traité et accordé cette indemnité de logement-là à 79 276 agents, donc 120%. Ça pose le problème de la maîtrise des effectifs. Mais il y en a qui finissent par repartir en classe et tout. Peut-être que cela explique cela. Et pour l'indemnité spécifique, sur un potentiel de 74 509 agents, nous avons octroyé cette augmentation d'indemnité spécifique à 90 278 agents, soit 121%. Donc, au regard de ces chiffres, nous pensons que nous avons pratiquement tout traité et que ce qui reste, c'est des cas résiduels qui ne doivent pas empêcher que nous puissions commencer à mettre en œuvre la deuxième tranche, qui est celle à octroyer en 2019. Et nous avons donné des instructions pour que le traitement puisse commencer à la date de fin septembre 2019. Le système de gestion salariale de l'État a été paramétré pour cela, mais nous sommes en discussion avec le ministère des Finances qui demande qu'au regard de la durée donc, de la prise de l'acte, qu'il est nécessaire encore que les mêmes bénéficiaires puissent présenter des certificats administratifs pour qu'on s'assure que ces agents sont sur le terrain ou ont été sur le terrain en 2019. Et c'est important. Et pour ceux qui vont partir aussi avec le mouvement d'affectation pour nécessité de services, c'est important de le faire. Donc, ce traitement aussi va se faire. Pour ce qui est de la bonification d'échelon, donc nous avons identifié 79 238 bénéficiaires potentiels. Parce que pour en bénéficier, il faut être titularisé. Il y en a qui ne le sont pas pour le moment, donc ils n'en bénéficient pas. Mais tous ceux qui devraient pouvoir l'obtenir ont été identifiés en fin avril à 79 238 agents. À la date de fin juillet 2019, donc 60 194 agents ont vu leur acte de bonification d'échelon signé. Et 51 996 ont constaté donc, le traitement financier donc, sur leur bulletin de salaire. Mais il faut dire qu'une des difficultés que nous avons connues dans le cadre du traitement de cette bonification d'échelon est liée au mouvement d'humeur donc, du syndicat national des gestionnaires des ressources humaines, donc, qui ont bloqué par devers eux les actes qui étaient en cours de traitement et qui étaient en machine à leur niveau. Il faut dire qu'à la date de fin juillet, donc l'État a consenti pour le traitement de ces différents actes que je vous ai présentés la somme de 55 758 607 120 francs CFA pour le traitement donc, financier de ce que je vous ai présenté. Donc je vous remercie. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Franck Aristide Jefa de Ouaga FM. Une seule question pour ma part. Alors, dans votre déclaration, vous êtes revenu sur les déplacés internes et les établissements qu'ils occupent. Cela va ou doit nécessiter un surcoût. À combien s'élève aujourd'hui ce surcoût en ce qui concerne donc votre budget au titre de l'année 2019-2020? Merci. Moi, c'est Nana Michel, journal Le Pays. 3 questions. La première, j'ai noté que 876 enseignants du Sahel ont été redéployés ailleurs, si je comprends bien. Est-ce à dire que l'école est en train de plier bagage au niveau du Sahel? La deuxième question, alors pourquoi avoir tardé dans le processus d'affectation pour nécessité de services jusqu'à la veille de la rentrée? Parce que cela va créer quand même des désagréments, que ce soit au niveau des enseignants ou même au niveau des élèves. Ma troisième question, quelle garantie de sécurité pour les enseignants qui vont repartir en classe? Moi, c'est Amadou Edrago du journal Minute.bf. J'aimerais savoir quelle garantie vous donnez aux enseignants qui bravent l'insécurité pour néanmoins donner des cours dans les zones vraiment touchées par le terrorisme. Je suis Vincent Bado, je suis journaliste freelance, je travaille notamment pour Reuters.
J'ai quelques questions. La première, c'est que le nombre d'enseignants qui sont passés, en fait, qui ont été reversés à la liste nationale est passé de 206 entre-temps à 160, puis à 97. Qu'est-ce qui explique cette évolution, qu'on passe de 206 jusqu'à 97 en moins d'un mois? La deuxième question, alors, on sait que depuis 2006, les concours au niveau de l'enseignement, en tout cas pour le secondaire, c'est régionalisé. Et on sait également qu'au regard de la loi de 2006, les autorités qui ont en charge de décider en fait des affectations pour nécessité de services peuvent le faire sans consulter en fait la commission qui est mise en place, dont fait partie les syndicats et les délégués de personnel. Est-ce que cette façon de procéder n'a pas pu faire en sorte qu'il y ait des cas de corruption dans les affectations pour nécessité de services, de telle sorte que l'enseignant qui a décidé de faire pour une région est quand même, j'allais dire, lésé dans son choix? La troisième question, c'est sur le mandatement. On sait que chaque année, il y a des mouvements d'humeur à l'approche de la rentrée. Les gens attendent leur mandatement avant d'aller sur le terrain. Est-ce que concrètement, on pourrait s'attendre à ce que cette année, il n'y ait pas ces actions-là? Moi, je suis Abdoulaye Sawadogo de la RTB Radio Rurale. J'ai deux questions. La première question concerne le sureffectif d'enseignants dans les établissements. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des textes qui ont été pris pour préciser les quotas des élèves dans les classes? La deuxième question concerne le statut valorisant. Ma question, est-ce que le calendrier qui avait été donné sera respecté? Christelle Dabré de l'AIB. Moi, j'aimerais savoir, par rapport aux établissements qui sont pris d'assaut par les déplacés internes, vous avez parlé de réhabiliter les classes en vue de la rentrée. Qu'est-ce qui est prévu pour ces déplacés-là? Quel est le coût, l'enveloppe prévue pour les déplacer? Où allez-vous les relocaliser? Qu'est-ce qui est prévu? Et en parlant également de l'effectif, on a eu à voir à Bobo Dioulasso qu'il y a pléthore d'élèves dans les classes. Qu'est-ce qui est prévu à cet effet? Par rapport aux enseignants traumatisés par les attaques, qu'est-ce qui est prévu pour eux? Est-ce qu'ils vont repartir dans les lieux où ils ont été traumatisés? Tiga Cheikh Sawadogo, Faso.net. Selon les informations que nous avons recueillies sur le terrain, il y a 9 CEB dans la province du Soum et à la rentrée prochaine, 5 vont fermer. Alors moi, je voudrais bien savoir quel est le message que le gouvernement lance à ces populations-là, qui déjà, avant la fermeture même de ces CEB, se sentaient déjà oubliées. Dans certaines communes qui sont à moins de 25 km de Djibo, il n'y a déjà pas de cours depuis environ 2 ans, Pobé Mengawo notamment. Quel est le message que le gouvernement lance à ces populations-là? Élisée Bationo de Watt FM. À ce jour, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire un point sur toutes ces écoles qui sont prévues d'être construites, et est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à quel état au juste, à quel niveau d'avancement des travaux, et au niveau des écoles sous Payotte où ces établissements, ces écoles devraient remplacer, comment les élèves vont se débrouiller pour l'année qui est déjà prévue? Merci. Moi, c'est Afsetou Sawaro des éditions Citoyens. Monsieur le ministre, à cette rentrée scolaire, comme toutes les autres, des élèves ne pourront pas reprendre les cours à la même date, notamment les élèves qui étudient sous Payotte, puisqu'ils vont devoir attendre la fin des écoles pour qu'on puisse les construire, des hangars. J'aimerais savoir à quand la fin de cette situation. Bonjour, je suis Ndiaga Thiam, correspondant de l'agence de presse Reuters. Des sources font croire que certains policiers seraient partis de Djibo. Est-ce déjà une information? Monsieur Thiam, s'il vous plaît, oui. Les questions sont centrées sur l'éducation. Oui, ça a un lien avec l'éducation, en fait. Voilà, allez-y. Voilà. Des sources nous parlent du départ de certains policiers à Djibo. Est-ce bien cela? Si toutefois ces policiers seraient partis de Djibo, pensez-vous pas que ça va perturber encore l'année scolaire, surtout quand on sait que les enseignants sont rassurés un tant soit peu par la présence de ces policiers? Ces nombreux enfants qui sont toujours à Djibo, qui ne savent plus quand même à quel sein se vouer. Quel est le message que vous prenez pour quand même que élèves comme enseignants
fassent une année scolaire sans difficulté. Moi, c'est Emeline Zougmouré de la Radio Nationale. J'ai une question concernant les affectations spéciales. Parce que, bon, après les affectations, il y a eu des syndicats qui sont sortis pour monter leur mécontentement. Est-ce que vous ne craignez pas des mouvements à la rentrée scolaire? Oui, merci à toutes et à tous pour l'intérêt que vous portez au sujet, étant donné que l'éducation est la clé de tout développement. Alors, en rapport avec la question des personnes déplacées internes, des établissements occupés, les coûts, comme je vous ai dit dans ma déclaration liminaire, nous avons d'abord fait le point donc, des établissements occupés. Et actuellement, donc, nous avons une mission sur le terrain qui est en train de faire l'évaluation financière donc, de la réhabilitation des sites, des tablements à refaire ou qui n'existaient plus, des réhabilitations à faire, c'est en cours. Et en collaboration avec le ministère en charge de l'action humanitaire, donc, nous travaillons à la relocalisation donc, de ces populations. Donc c'est un travail qui est en cours, mais qui par endroits pose des problèmes d'accessibilité à cause de la saison hivernale. Et donc ça va se faire, mais donc c'est un travail qui est en cours, qui va se faire. Et c'est dire que ça va effectivement avoir un impact sur la rentrée scolaire à ce niveau, pour certains qui n'auront pas pu quitter les établissements assez tôt. Mais en tout cas, nous sommes en train de travailler de façon collégiale avec le ministère en charge de l'action humanitaire et un certain nombre de partenaires techniques et financiers comme l'UNICEF pour pouvoir donc résoudre ce problème le plus rapidement possible. Alors, 876 redéployés, est-ce que c'est le message de la fermeture? Non, pas du tout. Mais comme vous avez constaté, à la date d'aujourd'hui, depuis que nous avons commencé à connaître le phénomène en 2017, nous avons perdu 9 enseignants. Mais on a plus de 2000 enseignants qui sont affectés dans la région du Sahel. Donc là, c'est 876 qui, depuis 1 an pour certains et depuis 2 ans, n'ont plus mené d'activité pédagogique. Et donc, ce sont ces personnes que nous avons récupérées dans des zones où, effectivement, la situation actuelle montre qu'il n'est pas possible pour le moment de mener des activités. Nous avons actuellement 3134 enseignants qui sont sortis des écoles de formation des ENEP, donc qui attendent donc leur affectation. Et puis à 1000 donc, instituteurs adjoints certifiés que nous sommes en train de recruter par le concours direct. Donc ça nous fait 4134 enseignants qui vont venir renforcer les dispositifs et qui permettront aussi, donc, le cas échéant, de pouvoir donc, ramener donc, notre système éducatif dans ces zones. Alors, pour la question des affectations, pourquoi on a tardé jusqu'à la rentrée? Non, on n'a pas tardé jusqu'à la rentrée. C'est un travail qui a commencé depuis début juin et qui s'est poursuivi. Et nous avons commencé au niveau le plus déconcentré vers le niveau national. Donc, depuis le mois de juillet, de fin juillet, à des enseignants au niveau des institutions de base qui connaissaient déjà leur lieu d'affectation. La semaine suivante, on passe au niveau provincial en récoltant les informations du niveau communal en termes d'enseignants mis à disposition des secrétariats techniques au niveau provincial. Voilà. Et c'est au niveau provincial, donc, le travail s'est effectué. Et puis ensuite, le niveau régional a pris le relais. Et enfin, le niveau national a récupéré tout ce qui devait venir au niveau national. Alors, la question de Vincent Bado est relative à ce qui s'est passé à Ouagadougou spécifiquement. Ce qui s'est passé à Ouagadougou en termes de... Il y avait au départ 206, après 160, après 97. Ce que je vais dire de façon générale, c'est que le premier projet d'affectation qui a circulé dans les réseaux sociaux était un projet inachevé. Donc, c'est un agent du secrétariat technique qui a balancé ces informations dans les réseaux sociaux, et donc ce qui a alerté et tout. Parce qu'à l'intérieur, il fallait faire un travail de tri pour sortir, par exemple, les stagiaires qui ne devaient pas être affectés, et un certain nombre de situations d'équilibrage. Et donc, c'est ce travail progressif qui a permis, et puis bon, certains partenaires surtout considèrent que lorsque des enseignants sont dans des bureaux de structures syndicales et sont au niveau, à un certain niveau, ils ne doivent pas être touchés. Bon, donc tous ces aspects ont été regardés. Je veux vous rassurer qu'on a, par souci de transparence et d'équité, prévu que les partenaires sociaux participent à tous les secrétariats techniques. Dans l'engagement du gouvernement, c'est que les ratios au niveau du primaire soient de 50 élèves par classe, et au niveau du post-primaire, 70, et au niveau du secondaire, 60. Donc, certains considéraient que dès qu'on a 51 élèves, il faut doubler la classe. Et nous disons non.
En disant qu'à partir de 75, on peut doubler. Alors la question des mandatements, tout à fait. L'an passé, on a fait quand même des efforts pour contenir cela, pour réduire de façon significative. Cette année, malheureusement, on va le connaître parce que justement, le mouvement du maire des GRH ne nous a pas permis de pouvoir donc d'abord prendre des actes d'intégration, justement pour tous les sortants des établissements, des actes de reclassement pour ceux qui sont allés en formation, vous allez revenir. Et actuellement, le ministère de la fonction publique a pris des initiatives et une commission spéciale a été mise en place. Elle va commencer un travail pour qu'on puisse aller rapidement à cela. Mais vous voyez qu'on est à l'approche de la rentrée, donc c'est des choses qu'on va connaître, mais liées donc à cette situation que nous sommes en train de gérer au niveau du gouvernement. Alors, le RIM calendrier respecté, le gouvernement s'était engagé à adopter le statut donc, particulier des personnels de l'éducation et de la formation à l'issue donc, des discussions que nous avons eues à Koudougou en mai. Mais comme j'ai dit, donc, la contrainte liée à la loi 081, c'était d'abord que le RIM soit adopté. Donc, il vient d'être adopté. Donc, du coup, le calendrier en termes d'engagement du gouvernement n'est pas respecté. Mais le calendrier de mise en œuvre, c'est 2020. Nous ne sommes pas encore en 2020. Et donc, comme je vous ai dit, dès que le décret va être signé, puisqu'il a été adopté, maintenant, dès qu'il va être signé, nous allons le viser. La fonction publique va introduire le projet en Conseil des ministres. Et donc, le Conseil des ministres va l'examiner. Et dès qu'il est adopté, ça va se faire. Mais en attendant, une chose est de signer, mais une chose est de mettre en œuvre. La question des sureffectifs. Effectivement, on constate des sureffectifs dans les chefs-lieux de grandes régions, disons des chefs-lieux de régions comme Ouagadougou et Bobo, par endroit. Effectivement, c'est une situation où nous avons travaillé au doublement des effectifs, donc ce travail a été fait. Maintenant, dire qu'il y a déficit et autres, on a fait un rééquilibrage. Et ce travail a été très bien fait de façon à ce qu'il y a une maîtrise, même à Ouagadougou. Quand on le dit, il y a des endroits où on avait 4 enseignants dans une classe, alors qu'on devrait avoir 1 ou 2. Donc ce travail a été fait de réorganisation, il y en a qui repartent, mais il y a des endroits effectivement où on a des besoins. Et donc, il y a des nouveaux qui sortent, qui vont être aussi affectés dans la région du centre et dans d'autres régions, là où il y a des besoins, ça va se faire. Et ce travail nous a permis aujourd'hui d'avoir une vue panoramique du personnel du système éducatif et aussi, ce qui est important, de voir par exemple des enseignants en abandon de poste qui n'avaient pas été déclarés, des personnes décédées mais qui continuent, donc pour lesquelles le salaire continue d'être versé. Nous sommes en train de consolider aussi cette situation pour pouvoir assainir justement le fichier de paye donc, des personnels d'éducation. Maintenant, qu'est-ce qui est fait pour les enseignants traumatisés? Il y a l'aspect prise en charge et on essaie donc de les redéployer ailleurs. Et il y a d'autres qui ont une prise en charge psychologique. Donc nous essayons de gérer ces situations-là de façon à permettre à ces enseignants qui ne peuvent plus repartir dans ces zones-là, d'aller là où elles le souhaitent. Alors, les 100 écoles prévues par l'État, il faut dire que le projet a été lancé le 15 juin 2019 par le chef de l'État. On a une situation d'exécution qui varie de 10% à 90%. Je vous dis, parmi les 100, il y a au moins une dizaine d'écoles qu'on pourra réceptionner le 1er octobre, où les enfants pourront commencer. Et un an où ça va se faire 2 semaines après, dans 1 mois, mais ce qui est sûr, d'ici fin novembre, donc on devrait pouvoir réceptionner la centaine d'écoles, et peut-être même un peu plus. Maintenant, la question qui est posée, c'est à quand la fin des paillotes? Vous avez tout à fait raison, le chef de l'État s'est engagé à effacer toutes les paillotes d'ici 2020. Et pour la mise en œuvre de cet engagement, nous avons évalué le nombre de salles de classe. Et donc, on était à 4353 au début du mandat du chef de l'État. Nous sommes actuellement à un peu plus de 2500 salles de classe réalisées sur l'engagement, donc presque 65%. Maintenant, est-ce que l'engagement sera tenu ou pas? On verra en 2020, mais déjà, chacun pourra déjà faire son... Mais en tout cas, nous continuons de travailler sur cet engagement pour qu'il soit donc respecté. Voilà, est-ce qu'on ne craint pas des mouvements? Le plus important, c'est qu'au-delà, on puisse donc effectuer les activités pédagogiques dans de très bonnes conditions et minimiser effectivement ces mouvements. Enfin, pour terminer, c'est la question de ceux qui ont fait donc le concours régional. Je pense qu'on a arrêté ça depuis quelques temps maintenant. Ça a été fait pendant une période donnée parce que, justement, il y a des régions qui étaient défavorisées, comme la région de l'Est, la région du Sahel. Il y en a qui ne voulaient pas aller. Et donc, on a régionalisé. Mais là, on a mis fin maintenant. Lorsque les gens sont recrutés, après, ils font un tirage au sort pour y aller.
Mais lorsque vous êtes recruté dans le cadre même du concours régional et que vous êtes titularisé dans la fonction publique, la loi 021 s'applique à vous et donc vous pouvez partir partout où la nécessité se fait sentir. Nous sommes actuellement sur le processus concernant les affectations des personnels au bureau. Parce que ça, c'était pas encore fait. Nous sommes là-dessus maintenant. Parce que nous avons une difficulté, c'est la description des postes de travail. Parce que l'opération n'est pas terminée avec la fonction publique. Alors que c'est cette opération qui permet de dire, dans une zone donnée, pour un service donné, voilà le nombre de personnel qu'il faut et voilà les profils. Et ça aurait permis. Mais malgré cela, nous sommes en train de travailler parce qu'il y a des endroits où il y a des chefs de service qui nous disent, bon, voilà, on a telle et telle personne, mais qui ne sont pas utilisées depuis 1 ou 2 ans. Donc on va travailler en attendant que la description des postes de travail s'achève au niveau de la fonction publique pour que l'année prochaine, on puisse revenir pour améliorer donc ce processus. Donc c'est vous dire que c'est un processus qui a été assez difficile. Je voudrais féliciter les secrétariats techniques qui ont travaillé gratuitement pour le faire. Et c'est un processus qui est dynamique, qui est perfectible. Nous allons l'améliorer et nous allons le poursuivre de façon à faire en sorte que nos ressources humaines soient bien gérées pour un système éducatif de qualité et résilient. Merci donc, Monsieur le ministre, pour ces éléments d'information. Nous allons vous remercier et inviter votre collègue du porte-parole du gouvernement à venir se prêter aux questions des journalistes, questions liées à l'actualité. Monsieur le ministre, nous allons ouvrir la liste. Franck Aristide Jefa de Ouaga FM. Alors, Monsieur le ministre, moi j'ai 2 questions. La première question concerne donc vos collaborateurs des chaînes de télévision privées. Après donc la visite du comité de pilotage chez le chef du gouvernement avant-hier, en ce qui concerne notamment les 75 millions de francs CFA comme coût de redevance pour la mise en œuvre donc de la TNT, des voix se sont levées, notamment les promoteurs de télévision privée qui estiment que ce n'était pas ce qui avait été dit puisqu'ils étaient en discussion aussi bien avec leur ministre de tutelle que le CSC. Est-ce qu'il y a eu trahison quelque part? Deuxième question, question sécuritaire oblige encore. Après le départ des policiers de la ville de Djibo, le maire de la commune de Djibo s'est prononcé. Je ne sais pas si vous êtes au courant donc de ces propos. C'est Nana Michel, journal Le Pays. J'ai 2 questions. La première, alors, à quoi répondent les retenues sur salaire opérées sur certains agents de la fonction publique? Ma seconde question, alors, comment peut-on expliquer ce qui a conduit au départ des policiers au niveau de Djibo? Amadou Edrago, du journal Minute.bf. Je voudrais rebondir sur le départ des policiers du Djibo. Et comme le confrère l'a fait savoir, le maire a fait cas d'une présence militaire française dans la région. D'aucuns pensent que cette présence militaire française-là est plutôt une force d'occupation au lieu qu'ils viennent en appui. Que répondez-vous à cela? En plus de ça, j'aimerais que vous fassiez un commentaire sur sur 2 propos distincts du chef d'état-major français et du général Steven qui est venu en visite. Emeline Zougmouré de la Radio Nationale. J'ai 3 questions. Monsieur le ministre, l'organisation et le fonctionnement des médias publics sont régis par un paquet de textes qui garantissent leur accessibilité. Quelle explication est-ce que vous donnez à l'opération menée par le privé le 14 septembre dernier lors du sommet de la CEDEAO? Est-ce que cela ne crée-t-il pas un précédent? Voilà. La deuxième question, c'est concernant le mouvement d'humeur des agents de la fonction publique. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour une sortie de crise? On sait que le gouvernement a fait des propositions au Synatic, et c'est entre autres peut-être le statut dérogatoire et la société d'État avec certaines conditions. Et il est attendu des propositions concrètes dans les prochains jours. Par rapport à ces éléments, qu'est-ce que le gouvernement, où en est-on d'abord, où en est d'abord le gouvernement pour montrer sa bonne foi? Et à quand peut-on s'attendre à une signature de l'accord? La troisième question, c'est concernant la TNT. On sait que le 1er novembre prochain, le Burkina Faso passe à la TNT. Quel est le prix de la TNT pour les privés?
Abdoulaye Sawadogo de la RTB Radio Rurale qui revient. Ma première question commence sur une déclaration du Synatic que nous avons lue avant-hier, dans laquelle déclaration le Synatic se plaint d'une attaque du signal de la RTB, et notamment le 14 dernier, lors du sommet de la CEDEAO. Le Synatic, dans sa déclaration, estime que vraiment ce genre d'activité porte atteinte à la souveraineté de l'État, qu'il demande vraiment que la lumière soit faite sur cette activité. Le Synatic demande même que les commanditaires, qu'une enquête soit ouverte pour que les commanditaires et les exécutants vraiment soient punis à la hauteur de leur forfait. Troisième point pour terminer, c'est concernant le mouvement d'humeur. En tout cas, beaucoup de jours se sont passés. Voilà, franchement, on veut la fin de la crise. Alors, monsieur le ministre, pourquoi ça traîne autant? Aruna Simbo Drabo de AIB. Moi, je reviendrai sur la situation à Djibo. Est-ce qu'il n'y a pas un risque du syndrome de kidalisation? Parce que nous savons un peu comment les choses ont évolué au niveau de Kidal. Et autre volet, par rapport à la manifestation de l'unité d'action syndicale, le gouvernement nous informe qu'il n'y avait pas d'autorisation liée à cette manifestation. Des juristes également nous informent qu'ils ne retrouvent pas les textes qui demandent d'avoir une autorisation pour ces genres de manifestations. Donc je serais vraiment bien intéressé que M. le ministre nous informe des textes qui condamnent ou qui régissent ces actions. Christelle Dabré de l'AIB, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec le dossier Djibril Bassolé, qu'est-ce qui bloque son évacuation? On a vu que l'opposition est sortie, il y a sa fille également qui est sortie. Et par rapport à la marche du 16 septembre, les syndicats disent qu'ils sont régis par l'article 4 qui prévoit 15 jours pour les fonctionnaires des corps supérieurs à son alinéa 1 et 5 jours francs pour les autres fonctionnaires à son alinéa 3. Quel est l'alinéa qui régit donc les syndicats? Je voudrais donc vous remercier pour votre présence et votre disponibilité donc à accompagner le gouvernement sur l'information des populations. Je vais essayer de répondre donc aux questions en commençant par celle de Franck. Alors la TNT, c'est un projet donc qui existe. En 2013, il y a une loi qui a été prise, la loi sur la télévision numérique de terre, qui définit les conditions de passage à la TNT. Ça, c'est un fait. Et dans cette loi-là, donc depuis 2013, il a été mis en place la SBT. En 2016, nous sommes arrivés, nous avons trouvé donc un marché qui avait été contracté avec une entreprise espagnole, BTSA, pour le déploiement du signal. L'intérêt que nous avions à conserver ce marché-là, c'est que c'est l'un des programmes de la sous-région où vous avez une valorisation des contenus locaux. Donc c'était important pour nous de ne pas remettre cela en cause, parce que vous avez un multiplex national, mais dans chacune des régions, vous avez la possibilité de monter 5 chaînes à contenus régionaux. Donc il était important d'insister sur ça. Une fois que cela est fait, nous devons nous dire combien les acteurs vont payer comme redevance. Et là, je parle pour, je pense, c'est Zugmoré. Il n'y a pas de privé, il n'y a pas de public dans la TNT. La TNT, c'est un éditeur de services. Il est public ou il est privé, il est au même pied d'égalité. Et c'est un diffuseur, c'est la SBT. Donc, toutes les télévisions deviennent des éditeurs de services. Il n'y a pas de différence entre privé et public. Ils sont traités au même pied d'égalité par la SBT. Ils produisent des contenus et la SBT se charge d'assurer le transport de ces contenus-là sur 4 régions possibles. La couverture nationale, la zone A qui est Ouagadougou, la zone B qui est Bobo-Dioulasso, une zone D qui prenait en compte certaines régions et une zone C qui prenait en compte d'autres régions. Nous avons discuté pendant 2 ans sur comment nous assurons une rentabilité de la société qui est la SBT sans pénaliser les acteurs. Dans le programme initial,
les acteurs devaient payer 300 millions pour être sur une portée nationale. Même la télévision nationale, avec les chaînes qu'elle doit déployer, à savoir la chaîne thématique information, la chaîne culture, la chaîne, il y a 4 chaînes qui sont pour la Zénith, etc., ça lui fera 1,2 milliard à payer. Je ne suis pas certain que dans une situation de compétition, elle puisse le faire. Donc nous avons discuté, nous avons fait des propositions, les acteurs ont fait des propositions, et lors du dernier comité de pilotage présidé par son Excellence, donc le Premier ministre, M. Christophe Joseph Marie Dabiré, nous sommes tombés d'accord que pour la portée nationale, ce sera à 75 millions de francs CFA. Une montée satellitaire, la plus mauvaise, ça coûte à peu près 2 500 000. La meilleure, ça coûte 6 millions. Vous avez besoin ensuite d'avoir des pylônes dans les zones pour les reprendre. Quand la SBT se met en place, elle prend ce travail-là à sa charge. Donc ça veut dire que les entreprises, les éditeurs de services n'ont plus besoin d'assurer ce transport-là. Mais ça a un coût. On ne peut pas le faire gratuitement. Nous avons regardé, nous sommes tombés à 75 millions. 75 millions, c'est, quand vous calculez, c'est quoi? C'est un peu moins de 6 millions et quelques. C'est le coût de la meilleure montée satellitaire quand vous voulez aller, par exemple, sur Eutelsat, etc. Je trouve quand même qu'il faut regarder les choses en face. C'est un effort qui a été fait. Maintenant, c'est vrai que les conditions économiques de nos entreprises sont difficiles. On en a conscience. C'est pour ça, pour les discussions sur les volets A, B, C et D, le Premier ministre a dit, on fixe la barre à 75 millions, nous allons travailler pour que ceux qui sont déjà... Parce qu'à l'exception de 4 télévisions, les télévisions numériques, toutes les autres télévisions avaient défini des espaces où elles veulent être. Parce qu'il faut savoir que seules 5 chaînes ont été mises en œuvre uniquement dans le cadre pour compléter le bouquet TNT. Les autres existaient déjà. La SBT, je vous ai dit, c'est 44 milliards de francs pour l'installation du système, des détaxes de près de 22 milliards pour l'État et 22 milliards 5 pris en crédit auprès d'un pool bancaire. Et l'État rembourse cet emprunt-là. Ce que nous demandons aux acteurs, c'est de contribuer un temps soit peu au fonctionnement de la SBT. Il n'y a pas de trahison, c'est une vérité malheureusement qu'il faut que nous regardons, c'est le coût de fonctionnement. Je dis ça en rigolant, mais c'est la vérité. Les télés sont quand même aussi un business. C'est vrai que c'est la liberté de la presse, mais c'est des modèles économiques. Il faut regarder comment on affine ces modèles-là. Le propos du maire, je pense que s'il y a eu des exactions, il y a des structures au niveau de la police qui vont se charger de gérer ces questions-là. Je pense qu'il y a une inspection interne, il y a des plaintes qui ont été posées. Sur ces questions-là, je pense qu'il a dit ses propos. Il y a des structures au niveau de la police qui sont chargées de ces questions-là, le ministère de la Sécurité, à elles plutôt d'en tirer les conséquences si elles n'avaient pas déjà été informées et de mettre les éléments en œuvre. Les retenues sur salaire, à quoi ça correspond? C'est Nana Michel. Michel, il sourit parce qu'il connaît la réponse. Nous avons, dans cette situation, le Conseil d'État qui nous a dit les mouvements d'humeur ne sont pas des éléments de manifestation reconnus par nos textes. Des gens qui disent qu'ils font 0% d'activité, donc ils ne travaillent pas. Il faut qu'ils remboursent le salaire qu'ils ont perçu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, est-ce que c'est une force d'occupation? Nous avons signé, je pense, un accord de coopération militaire avec la France qui définit les conditions dans lesquelles les Français interviennent chez nous. Je pense que c'est un choix avec les pays de la sous-région dans lesquels nous travaillons. Je pense qu'il y a des réalités qui sont les nôtres au niveau de nos capacités militaires qu'il ne faut pas nier. Il y a des choses que nous n'avons pas, que nos amis ont. S'ils peuvent nous aider dans la lutte, on ne va pas refuser. Je ne commenterai pas les propos ni du chef d'état-major français, ni du général américain. Ce que je dis, c'est que lors de la CEDEAO et du G5 dernier, les chefs d'État africains ont décidé que leur sécurité devait dépendre d'abord d'eux. Nous devons être les premiers à nous engager pour ces questions-là. Alors, Abdoulaye Sawadogo, non, d'abord, Emeline donc a parlé de la retransmission en direct de la cérémonie. C'est la même chose que Abdoulaye avec l'attaque du signal de la RTB. Où est l'attaque de la souveraineté quand vous avez le TAC qui se tient à Ouagadougou et des agents choisissent le jour du TAC pour ne pas travailler? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? Quelle est l'image du Burkina qu'ils veulent donner? Ou à la question de souveraineté où ça se pose?
Il faut aussi qu'on arrête de prendre les mots pour des mots. Regardons les faits. À chaque fois que les mouvements ont commencé, c'est des mouvements qui mettaient en œuvre l'image de notre pays, la crédibilité de notre pays. Et des acteurs décident d'attaquer l'image et la crédibilité de notre pays. Les questions qui sont posées sont des questions importantes. Est-ce pour autant qu'on doit, entre guillemets, verser la figure du Burkina pour avoir raison? On sait que les syndicats appuient là où ça fait mal. Mais est-ce pour autant qu'on doit aller jusqu'à vouloir ternir l'image de notre pays parce qu'on veut avoir raison? On me dit qu'il y a une retransmission directe. Je vous explique ce qui s'est passé. Lors du TAC, j'ai appris que le mouvement allait se mettre en place. J'ai appelé les responsables syndicaux, j'ai dit évitons ça. On s'est rencontrés, cette fois-ci pour la première fois, avec le MINEFID. Le MINEFID est le ministre qui ne participe jamais aux négociations. Parce qu'au final, lorsque vous allez amener les décisions financières, il faut avoir du recul pour décider. Il est venu à la table. Il a dit, écoutez, voilà ce que je vous propose. Il s'agit d'un statut dérogatoire. Vous aurez tous les avantages sans les inconvénients. Parce que le premier inconvénient de la société d'État, c'est sur les 795 agents, on ne va en